Depuis plus de 50 ans, J.C. Perrot se distingue dans le domaine des meubles, matelas et électroménagers. Avec ses 5 succursales, son centre de liquidation, un nouveau centre de distribution et son siège social, l'entreprise compte plus de 500 employés. Récoltant de nombreux prix, cette entreprise familiale rayonne aujourd'hui à travers le Canada et les États-Unis. En direct de l'Alchimiste à Joliette, je m'entretiens aujourd'hui avec le vice-président de l'entreprise, M. Martin Perrot. Quand le courant passe, c'est maintenant! Hydro-Québec présente Quand le courant passe, la 2e saison des balados de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Cet épisode est une collaboration de Promutuelle Assurance Lanaudière, Joliette Hydraulique, les Habitations Bordelot et Agence Marketing Vidéo Synopsis. Martin, merci d'être là. Merci. Pour faciliter l'entrevue, je peux te tutoyer? Absolument. Bon. Avant d'aller plus loin, je te présente Simon. Simon, merci de nous recevoir encore cette année à l'Alchimiste. Merci à vous. Bonjour. On boit quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on boit notre blonde de la gamme authentique. Donc c'est une blonde très accessible, facile à boire, bien balancée. C'est un de nos classiques de la gamme authentique. OK. Et on la retrouve où, cette bière? C'est la bière la plus populaire. C'est la bière qu'on peut retrouver partout dans votre épicerie favorite, dépanneur, même quelques points de vente dans les bars dans la région ici. Donc voilà. Savoureuse. Ah, merci. Je suis content. Merci, Simon. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, bien. mon balado. Au revoir. Merci. C'est quand même assez impressionnant, J.C. Perrot. Vous êtes rendu où aujourd'hui, en 2023? Mais retournons à la base, OK? Là, toi, J.C. Perrot a été créé et tu avais 3 ans à l'époque, c'est ça? Exactement ça. En 1967, mon père a acheté le magasin général de la place à Saint-Roch-de-l'Achigan. Puis, c'était quoi? C'était peut-être 1000 pieds carrés de showroom. Il y avait des fournaises, des électros, des meubles, du tapis, des annexes, comme on disait, pour chauffer. C'était vraiment là, le magasin général. Le plus vieux souvenir que tu as, peut-être à 3, 4, 5 ans, c'est quoi ton plus vieux souvenir? Ah, c'est dans mes plus beaux souvenirs. Écoute, on descendait au sol, mon père, il gardait toutes les boîtes vides. Fait que moi et mon frère Stéphane, on allait se cacher avec nos amis, puis là, on faisait le décompte, puis essayer de retrouver quelqu'un là, dans toutes ces boîtes-là. Puis mon père faisait souvent des parties avec ma mère, comme les parties de Joe Delan. Écoute, c'était un must. On allait toujours se cacher dans les boîtes. Wow. Je m'en souviens là de ça. Et là, vous avez pas mal fait tous les jobs, tous les corps de métier hein, dans l'entreprise. Vous avez commencé à l'âge de 7-8 ans comme balayeur. Oui, je me c'est trompe? ça, exactement. Mon père me faisait balayer l'entrepôt, le trottoir en avant, pelleter un peu. Après ça, je dirais à l'âge de 13 ans, j'étais rendu sur la livraison Alper. Écoute, j'allais livrer des réfrigérateurs. À l'époque, c'était pesant. Oh. Les clients voulaient même pas que je touche au réfrigérateur. Ils avaient peur que je l'échappe. Mais j'avais un gars qui était avec moi. Écoute, ses bras, là, c'était gros comme ça. Puis, il disait, laissez faire le jeune, là, il va être capable. Fait que ça, ensuite de ça, je suis tombé à l'âge de 18 ans, en fait, le livreur en chef. Avec mon cousin qui est comme le 4e employé chez nous sur la livraison. On fait ça une couple d'années. Donc là, c'était toi derrière du volant. Oui, exactement ça. Et la livraison, c'était pas juste à Saint-Roch, là. C'était quand même, tu sais, souvent c'était à Montréal, des fois à Mauricie, peut-être? C'était surtout la région proche. On parle de Saint-Lin, Radun, Joliette, Mascouche, Terrebonne, Repentigny, Le Gardeur. On livrait à l'époque surtout aux alentours, mais par contre, j'allais loin. Souvent, j'allais chercher les meubles dans Beauce, dans l'Estrie, dans les... on parle de Granby à l'époque, Plessisville, Princeville, Victoriaville. Ils n'avaient des compagnies de meubles, là, c'était fou, là. Fait que ça, j'ai fait ça pendant un certain temps. OK. C'était vraiment... j'aimais bien ça. C'était une belle époque. Là. Ceux qui ils plaignent les livreurs, là, je pourrais te dire que moi, j'ai trouvé ça bien le fun. OK. Donc, ensuite de ça, vous êtes entré dans l'entrepôt, non? Vous êtes revenu au magasin, En fait, plus... quand tu es livreur, tu travailles dans l'entrepôt en même temps. On faisait des changements sur le plancher. Mais là, j'étais rendu plus vieux. Là. J'avais quoi, 21, 22 ans. Donc là, je commençais à faire de la vente. OK. Ça aussi, c'est le fun, la vente. Et puis, je faisais aussi la gestion.
Donc, tout ce qui était paperasse. Hey, à l'époque, là, il n'y avait rien d'informatisé. Notre inventaire, là, c'était un beau petit cardex. Puis là, tu tournais les pages, là, OK, des chaises tel modèle, on en a 10 en stock, on vient d'en vendre 4, il en reste 6. Tout était à mitaine. Ouais. Et l'inventaire annuel, c'était une job. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. C'était long. Ouais, hein? Ouais, puis je me souviens, on faisait toujours ça parce que notre inventaire annuel, c'est notre fin d'année fiscale, c'est au 31 août. Donc, on faisait toujours l'inventaire à la fête du travail. Fait que notre running gag, nous autres, à la fête du travail, on travaille. Donc, ensuite de ça, là, vous avez fait un peu d'administration? Ben écoute, moi j'ai étudié au cégep, j'ai une technique en finance. OK. Et puis il était temps que je finisse en tabarouette parce que mon père à l'époque disait hey, quand est-ce que tu vas finir l'école? Quand est-ce que tu vas finir l'école? Puis il me restait quasiment plus de cours, mais il fallait quand même que j'aille chercher mon diplôme. Et je faisais peut-être 30-35 heures au magasin, en plus d'aller à l'école. C'était vraiment mon horaire était comme aujourd'hui, déjà chargé. Et puis, c'est ça, j'ai terminé en 84. Donc là, j'étais vraiment préparé. Ben, peut-être une petite anecdote. Ouais, j'avais un stage à faire pour ma technique. Et puis, j'avais dit, tiens, moi le faire chez Super Héros, mon stage. Oui. Et c'était une vente qu'il fallait faire. Je reçois la semaine d'avant un beau circulaire dans la poste, grosse vente de matelas, dans la cour du Provigo, qui est 3 buildings plus loin que notre magasin. Le monde, il passe en avant du magasin pour aller là. Hey. J'ai fait une grosse banderole, j'ai sorti le camion, j'ai collé la banderole. C'est ici la vente de matelas. Sorti les matelas dehors, on a vendu des matelas. Fait que je pense que mon stage était conclu. Les gens ne se rendaient pas au Provigo. Pas tout. Il se rendait pas là. Pauvre monsieur qui avait fait la vente, il est parti avec son petit bonheur au début de l'après-midi. Et la note que vous avez eue pour votre stage? Ah, misère. Je pense que c'était comme 100%. Ah ouais? Ouais. D'avoir l'idée, c'était assez bon. OK, donc là, à ce moment-là, là, il y a un seul magasin en 84. Ouais. Quand vous terminez, il y a un seul magasin. Et là, vous tombez encore plus à temps plein que vous étiez à temps plein déjà pour l'entreprise. Oui, là, à plein temps. 84, on est 4 employés à plein temps. Si je ne me trompe pas, je pense en 85, on a fait notre premier million de chiffre d'affaires. À l'époque, c'était déjà pas si pire. Oui, c'est ça. Puis, ça est allé en 87 qu'on a acheté sur le bord de l'autoroute 25. Ils appelaient ça l'éléphant blanc. Pourquoi? Cette bâtisse-là, c'était un dealer automobile à l'époque qui a fait faillite. Okay. Après ça, il y a eu un gars de tracteur. Ça a fermé. Il fabriquait des comptoirs réfrigérés. Ça a fermé. Donc là, la bâtisse était vide. Puis, on avait besoin, nous autres, d'un entrepôt parce que là, on était rendu comme critique. On n'avait plus de place. Ça allait bien. Et c'est ça, on a acheté l'éléphant blanc qui, aujourd'hui, tout le monde doit savoir, la grosse bâtisse sur le bord du viaduc, comment c'est rendu immense. Là, c'est 240 000 pieds carrés, la bâtisse au complet. Ouais. Fait que, ouais, ça l'a bien changé. En 89, on a ouvert à Repentigny. On a ouvert à Joliette. À l'époque, on avait déjà fait le changement. À peu près tous les magasins dans les années 80-90 étaient des généralistes, c'est-à-dire qu'ils vendaient des meubles, des électroménagers, puis tu avais un vendeur qui vendait tout au complet. On a séparé pour mettre le meuble et les électros spécialisés. Et ça a été vraiment une très bonne décision parce qu'on s'est fait reconnaître comme étant des spécialistes plus poussés. C'était l'idée à qui, ça, de faire la séparation? Oh, ça, c'était mon idée. J'aimais pas le meuble. Fait que j'ai dit à mon père, donne-moi le volet électroménager, je vais m'en occuper, puis continue les meubles. Puis ça a bien tombé parce que mon frère Stéphane, lui, il est sorti de l'université en 87 avec... il a un bac en marketing et puis il s'est de côté peut-être plus artiste que moi. Donc, les meubles, pour lui, c'était parfait. Il aimait le design, il aimait les couleurs. Bon, mais c'est bon. Donc, on avait chacun notre division, puis ça a bien roulé, là, ça a bien fait.
OK. Là, Stéphane est à temps plein aussi pour... Stéphane est arrivé en 87 à plein temps. OK. Là, c'est lui qui, en fait, il a travaillé fort sur le niveau marketing. Les circulaires, les fameuses circulaires qu'on envoyait 4 fois par année, qui a fait la différence. Écoute, tu as du monde de Laval, de Montréal, qui arrivait avec, dans leurs mains, 6 mois après que le flyer soit sorti, ben, l'avez-vous encore, ça? C'est ça qu'on veut. Oui, venez, on va vous le montrer. Puis, on arrivait à faire déplacer des gens de Montréal, de Laval, d'un petit peu partout parce qu'on était plus haut de gamme aussi. On n'avait pas tout à fait le même stock que nos amis qui étaient dans tous les villages avoisinants. Puis, d'ailleurs, c'est probablement à cause de ça que dans les années 90, ils ont à peu près tout fermé. Puis que J.C. Perrault a passé à travers parce qu'on était différents. On faisait les choses à notre façon. J'imagine ton frère a amené sa couleur aussi. Toi, tu es arrivé avec tes idées rapidement de 84 à 87. Tu t'implantes, tu mets ton pied dans l'entreprise. Mais après, Stéphane arrive aussi avec ses idées. Ah oui, écoute, c'est grâce à ça. Là. On en a vraiment fait une méchante équipe. Là, parce que oui, peut-être que les électroménagers, je l'avais. J'aime ça quand c'est technique. J'étais quand même fort. Ah, et ça, tel appareil, il y a telle affaire. Et je connaissais tous les numéros de modèle par cœur. Mais sans le marketing qui va avec, ben, on a bien beau le bouche à oreille, c'est le fun, là, mais c'est long en tabarouette. Tandis que quand que les gens partent d'ailleurs, dire à cause que j'ai vu une publicité, un coup qu'ils ont acheté chez nous, ils sont gagnés. Ah, exact. Puis après ça, ils disent à leurs amis, à leur famille, mais il faut que tu partes la roue, là. Fait que ça, vraiment, mon frère a fait une différence là-dessus. Puis, il n'a pas étudié pour rien. Là. Pendant ce temps-là, on travaillait, nous autres, là. Ben oui. Quel est le plus bel héritage comme gestionnaire que votre père vous a légué? Ben écoute, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on n'a pas pu avoir, c'est les boys, regardez en avant. Faites ce que vous avez à faire, faites-le le mieux possible, soyez imaginatifs, mais faites pas ce que les autres font. Les autres vont peut-être essayer de le faire, mais du temps qu'ils se rapprochent, vous allez faire d'autres choses, vous allez avoir d'autres idées. Donc, oui, ça a été un très bon conseil parce qu'on a toujours fait un peu différent de l'industrie. Vous avez dit à la Chambre de commerce de Montcalm, et je cite, « Mon père était très ouvert aux jeunes. Je crois qu'il a eu l'intelligence de nous laisser faire. » Est-ce que tu es capable aujourd'hui de faire la même chose maintenant que tu es assis dans la chaise du père? Absolument. Ouais? Ben écoute, ça a été un conseil bénéfique pour nous autres. Donc, ça serait vraiment fâchant de ne pas suivre le conseil qui a déjà été mis en place. D'ailleurs, ma fille a commencé chez J.C. Perrault, la 3e génération. Les enfants, mon frère, il y a un couple de jumeaux, ils sont à l'université actuellement, ils vont rentrer dans 6 mois là, environ, là, ils finissent cette année. Donc, oui, on va leur faire la place pour qu'ils puissent grandir au sein de notre entreprise. Mais c'est sûr que c'est plus complexe que nous à l'époque parce que c'est beaucoup plus gros. Mais par contre, dans un autre sens, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a tout le temps comme du monde pour nous padder, tandis qu'à l'époque, on faisait toutes nous autres mêmes. Si on n'était pas là, ben là, il y avait un problème. Il n'y avait plus rien qui marchait. Tandis qu'aujourd'hui, à cause qu'on est proche de 500, il y a tout le temps quelqu'un qui est capable de prendre la relève. Ouais. Et là, votre fille occupe quel poste dans l'entreprise? Actuellement, elle est sortie CPA de l'Université de Trois-Rivières, donc elle est assistante contrôleur. Puis, à court terme, elle a un mandat bien défini. On a une branche qu'on appelle Builder en anglais. Là, c'est la division contracteur. C'est des immeubles locatifs ou à condo, le property management. Il y a des compagnies qui ont 4-5 000 portes avec les électroménagers inclus. Bon, mais ça, c'est une grosse division pour nous et ça l'a explosé depuis les 2-3 dernières années. Ça va très bien. Bon, je dirais, on est numéro 1 au Québec, là. Ouais. Fait que là, il faut mettre du temps dedans pour être capable de la restructurer. Parce que grandir que plus que 20 %, c'est du stock. Ah ouais? Oui. Plus que 20 % par année. Mais là, est-ce que ta fille devra faire tous les jobs comme toi t'as fait à l'époque? Non. Non, hein? Ça se fait plus, ça. Non, ça se fait plus. Ben, c'est malheureux parce que elle serait au fait, mais je dirais que
Elle a déjà été un petit peu réceptionniste. Elle n'a pas fait de vente, mais elle va faire de la gestion. Puis étant donné qu'elle était toujours impliquée dans, chez moi, dans la famille, automatiquement, veut pas, moi et ma femme, on travaille chez JC Perreault. Fait oui, on a une norme dans la maison, c'est qu'on parle pas de business, mais par contre, la première demi-heure, quand on revient de travailler, on a le droit. On s'en compte un peu, là, on se vide le cœur. Donc, c'est sûr que c'est au souper. Fait qu'elle est au courant un petit peu de ce qui se passait. Puis, je dirais qu'elle a déjà le thinking. D'ailleurs, au cégep, elle avait un petit travail à faire. Puis, ça tombe qu'elle était avec la fille des Patrick Morin. Il y avait un autre petit gars qui était un super orateur, que je peux pas dire de quelle famille qui venait, mais ils ont sorti un circulaire, comme si ça serait une compagnie. Tout le monde, il y avait des équipes, il y avait tous un projet, puis c'est eux autres qui ont tapé la meilleure note. Puis la professeure est allée voir les filles, mais « Hey, comment ça se fait? De où vous tenez ça, vous autres? » Fait que là, moi, c'est ma famille, c'est Perreault. L'autre, mais ma famille, c'est Patrick Morin. Je dirais que là, le professeur a dit, c'est beau, j'ai compris. Pour moi, personnellement, avoir rencontré cette prof-là, elle avait été impressionnée. Ah ouais, hein? Ouais. Vous êtes fiers de vos enfants, où ce qu'ils sont rendus aujourd'hui? Oui. Moi, j'en ai deux. Mon fils, pour l'instant, il ne viendra pas dans la compagnie. C'est un mécanicien. En fait, la grosse machinerie diesel, c'est ça, on en parlera tantôt. Ouais. Mon autre volet. Ouais. Hey, mais à vos enfants, on va se faire un petit entraque gorgé. Ouais, ça va merci. Bien? Ça va bien, c'est le fun? Délicieuse. Toi, prendre la bière, parce qu'au moment de l'enregistrement, nous sommes le matin. C'est l'avant-midi présentement. Prendre une bière le matin, pas de trouble pour toi, hein? C'est comme à la pêche? Oui, à la pêche, ça, il n'y a pas de problème. La journée, ça commence par une petite bière. Et en fait, tu peux pas faire un voyage de pêche sans commencer une des journées par une bière. En 2015, vous avez construit le complexe JC Perreault. Quel était l'objectif derrière ça? Écoute, c'est arrivé un peu par accident, mais quelque chose que vraiment je regrette pas. En 2012, il y a eu François Marcoux puis Benoît Ricard sont venus me voir. Eux autres, ils ont mis en place le programme Ulysse. Et c'est un programme scolaire qui passe l'élève avant le sportif. Ils appellent ça élève-athlète. Oui. Puis vraiment, ils ont parti ça à la plaine, polyvalente, défavorisée. Les scores étaient vraiment pas bons. Et ils ont fait des petits groupes et ils se sont aperçus que ces étudiants-là étaient vraiment super performants parce que si ils ne performaient pas, si ils foxaient le cours, comme on dirait, ou ils échouent des cours. Pas le droit de faire le sport. Pas le droit de faire le sport. Oh! Là, on s'en va jouer en Ontario, on s'en va jouer aux États-Unis. T'embarques pas dans l'autobus. Et ça, l'ambiance, c'est le fun. Pas juste à la glace, là, c'est tout. Là. C'est le voyagement, c'est l'hôtel, c'est tout ça, c'est trippant pour le jeune. Il veut être là. Il veut être là. Puis le pire, là, c'est que le pratique, à l'époque, c'était à 6 h le matin, là, parce qu'il y avait juste ça disponible à l'aréna de la Plaine. Et c'est un petit peu pour ça qu'ils sont venus me voir. Ils ont dit, écoute, le programme, on peut le grandir, mais on n'a pas de place pour patiner. Donc, au début, c'était supposé d'être une glace. Au final, le projet a fini avec 2 glaces, une salle de spectacle pouvant accueillir 3200 personnes, un restaurant de 140 places. C'est wow. Et là, l'avantage, en étant un beau complexe comme ça, on a comme Master Blondin qui est à Saint-Jacques, où mes enfants ont passé. Où je travaille. Ah oui, oui. Donc, il y a le programme sportif. Ils sont rendus chez nous pour la plupart de leurs cours. Et d'ailleurs, ça va très bien. Et le complexe, c'est ça. C'est pour que les jeunes ne décrochent pas. Si tu as un sport, quelque chose que tu es passionné, tu vas réussir ta vie scolaire. Puis après ça, par la bande, tu vas réussir ta vie. Personnellement, j'ai été au Collège Laval. J'ai fait à peu près tous les sports. Puis je peux dire que si ça n'aurait pas été des sports, je pense pas que je serais assis ici parce que je te jure, j'étais pas reposant quand j'étais ado. Ah ouais? Ouais, fait que sincèrement, je l'ai fait un peu pour ça parce que je n'avais pris exemple pour moi personnel et j'ai quand même assez bien réussi.
Mais là, les jeunes qui passent par le complexe, la plupart réussissent. Puis ça, c'est vraiment le but du complexe. Mais comment le projet est devenu aussi gros? Comment ces deux hommes-là ont réussi à te convaincre de faire non, fais pas juste une glace finalement, fais-en deux? Ben, c'est parce que c'était pas viable, une glace. Ah non? Premièrement, c'était ça. Ça prenait plus d'heures pour être capable de rentabiliser le projet. Puis je dirais que là, je l'ai compris encore plus depuis qu'on est en opération. Ça fait bientôt 8 ans. On n'a pas d'aide, là. Il faut vraiment, là, pour être capable de faire jouer les étudiants à des prix, là, vraiment pas chers, ben normalement, les villes investissent dans un complexe. Donc, nous autres, ben, je peux dire qu'on a mis beaucoup d'argent, JC Perrot, moi personnellement, puis je regrette rien parce que au final, je le vois, c'est concret. Les jeunes, ils sortent de là, sont contents, puis les parents sont contents. Puis de s'impliquer dans la communauté, je pense que toute bonne entreprise qui se respecte devrait s'impliquer dans la communauté. C'est un OBNL, ce projet-là, hein? Absolument. C'est un OBNL. OK. La seule chose que ça fait, on met de l'argent dedans, mais on ne peut pas en retirer. Oui, c'est ça. Le président et fondateur d'Ulysse Academy, François Marcoux, avait un petit mot pour toi ce matin. Ah oui? Bonjour à tous, mon nom est François Marcoux, président fondateur du programme Ulysse Academy et de la Fondation des Amis d'Ulysse. C'est un programme élève-athlète qui accueille des élèves du primaire jusqu'à l'universitaire. Puis, si je vous parle à l'intérieur du complexe du Super Héros aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à une personne qui a changé la donne de notre projet. Sans son apport, sans son aide et sans la construction d'un bâtiment de cette ampleur, nous n'aurions pas pu développer le projet Ulysse Academy qui va permettre à des jeunes de la région de Laurentides-la-Naudière, en particulier la Naudière, de pouvoir avoir la même visibilité en Amérique du Nord que des joueurs de partout, des joueurs de hockey de partout en Amérique du Nord, justement. Donc, juste pour ça, j'aimerais féliciter Martin Perrot d'avoir cru dans mon projet et puis de l'avoir accompagné pour nous permettre d'avoir des installations dignes professionnelles, pour permettre à des jeunes d'avoir la même visibilité pour le futur. Donc, sur ce, Martin Perrot, mes hommages, merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Je suis quasiment ému, là, mais ça fait comme plusieurs fois qu'il me le dit. Puis, on a un complexe qui est... Écoute, il y a des Américains qui viennent, des Ontariens, la balance du Québec, puis ils disent tout, tabarouette de beau complexe. Est-ce que tu as le sentiment que tu aides autant les jeunes que l'on te témoigne, comme Martin te le témoigne? Oui. Oui. Tu le sens, là, je le sens, puis je le sais, parce que je suis impliqué de proche dans le projet, donc automatiquement, je le sens encore. Là. Moi, il n'y a pratiquement pas de journée que je ne vois pas au complexe. Là. Vous avez accueilli une équipe de la Ligue nord-américaine, les Bâtisseurs de Montcalm. Comment était l'expérience? Ça a été bon, ça a été positif. Au début, j'avais peur parce que des fois, la Ligue n'a pas toujours la réputation qui est très, très bonne. Là. Il y avait beaucoup de combats, ça se battait. Il y a du monde engagé juste pour ça. Puis les gens qui fréquentent ces rencontres-là, des fois, ça se crie après dans les estrades. Au début, j'avais peur, mais ils m'ont dit, « Écoute, Martin, on veut être là. Les bâtisseurs, on va travailler pour pas qu'il y ait de combat, ou le moins. » Puis effectivement, les autres équipes étaient averties quand ils venaient jouer au complexe de rester tranquille, qu'on n'aimait pas ça, les combats. Puis il n'y en a pas eu tant. C'était du bon calibre de jeu. Mais quand même, peut-être que les gens ne sont pas encore prêts à ça. Ceux qui fréquentent ou qui regardent ces games-là s'attendent encore à des combats. Donc, il n'y avait pas tout à fait assez de monde qui venait assister aux rencontres. Puis aussi parce que c'était peut-être une nouvelle équipe, malgré qu'ils étaient bons. Ils n'ont pas eu le temps d'augmenter leur clientèle et puis malheureusement, ils ne sont pas revenus cette année. Mais au Colisée de Laval, ils n'ont pas passé le mémo, en tout cas, de moins de combats. Là, ça se bat encore pas pire de ce côté-là. Vous étiez même barman à l'occasion, je me trompe? Hein? Oui. Ben, en fait, je faisais des hot dogs, du popcorn, puis de la bière. Je me suis tellement amusé. Le casse-croûte était complètement débordé. Puis, je suis là, je vais aller les aider. Mais au final, j'ai fait toutes les games. J'ai adoré ça. Puis, étant donné que c'était à Saint-Roch, veux pas, je connais bien du monde. Donc,
Puis je revoyais des vieilles connaissances. C'était pas un fardeau pour moi. Mettons que je me suis bien amusé à faire ça. Donc là, le complexe est hyper chargé, l'horaire c'est complet. Est-ce qu'il reste un peu de temps pour les ligues de garage ou peut-être le patinage libre pour les gens du coin? Je dirais que, mettons, à partir de 2 heures, aller à 11 heures le soir, 5 jours par semaine, c'est pas mal tout booké. En fait, on a la BHL, la Big Hockey League. C'est environ 800-900 joueurs, c'est 64 équipes que le complexe a récupéré et qu'elles s'occupent. Puis ces équipes-là jouent un petit peu partout, mais là, on les a toutes concentrées chez nous. Donc, ça fait en sorte que l'aréna est pas mal occupée. Il reste le samedi, quelques heures, le dimanche, mais surtout la fin de semaine que c'est un petit peu moins occupé. En 2018, vous parliez déjà de pénurie de main-d'œuvre et de l'importance de l'implication du milieu des affaires en réussite scolaire. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que cet enjeu a évolué? Moses. Par la force des choses, on est en ralentissement économique. Donc, je pense que ça va donner un petit peu une chance parce que pendant la pandémie, ça n'avait aucun bon sens. On ne trouvait plus de monde, là. Puis je parlais avec d'autres entrepreneurs, c'était pareil. Écoute, oui, les jeunes ils vont à l'école, mais je pense que ils sortent, puis ils s'en viennent sur le marché du travail. Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui partent aussi. Puis la business grandissante, ça ne compense pas. Même d'ailleurs, là, le gouvernement vient d'annoncer ils ont besoin de travailleurs de la construction. Là, je ne me souviens plus combien de travailleurs qui vont former. Il y a 300 millions pour ça. Bien, ils vont les prendre d'où, tous ces travailleurs-là? Là, oui, il y a du monde qui arrive, mais je pense que s'ils vont venir jouer déjà dans la cour des petits entrepreneurs comme nous autres, peut-être. Là. Ouais. Est-ce que le monde des affaires peut faire encore quelque chose? Moi, je pense qu'il pourrait être faisable si on serait plus proche du milieu scolaire pour peut-être faire commencer à travailler les jeunes chez nous en gardant un certain équilibre, en les obligeant à aller à l'école, puis encore là, à réussir leur cours en leur promettant des heures, en les payant bien. Mais ça, c'est dur parce qu'à un moment donné, il faut que tu y ailles avec l'horaire du jeune, qui n'est pas nécessairement l'horaire que nous autres, on a à leur proposer. Fait qu'il faut être assez imaginatif, mais je le verrais de cette façon-là, moi, qu'on pourrait peut-être encadrer. Je sais pas, moi, chaque compagnie prend une dizaine de jeunes, puis on dit, OK, c'est beau, eux autres, on les fait travailler, puis là, on leur montre ce qu'on fait pour que quand ils vont sortir de l'école, qu'ils essaient d'étudier dans une vision qui s'en vienne chez nous par la suite. Peut-être que ça pourrait être bon, ça. OK. On a effleuré le sujet tantôt, la division Builder. C'est quoi? OK, division commerciale. On va prendre, par exemple, les taux du Canadien 1, 2, 3. Oui. Bon, ben taux du Canadien 1, 2, 3, ben c'est nous autres qui les a toutes remplis des électroménagers. Fait que c'est des taux qui peuvent avoir 300-400 condos. Puis là, on va en soumission, comme on dit, on bit avec une série d'appareils qu'on pense qui serait la meilleure pour eux. Là, après ça, ils disent, OK, c'est beau, on a retenu ton choix. Là, sors-nous ton meilleur prix. Puis là, oui, c'est beau, on a retenu ta soumission, c'est chez vous qu'on va prendre ça. Tu vas commencer à livrer dans 1 an et demi. Ça va être un étage par mois pendant 1 an de temps. C'est le style de contrat qu'on parle dans le builder. Là. Fait que c'est des gros contrats, là, ça marche à coups de millions. OK. Puis c'est sûr qu'au début, c'est difficile de rentrer dans ce milieu-là parce que c'est comme un cercle fermé. J'ai même dû acheter des condos pour partir la roue. Je disais, hey, regarde, si tu me donnes le contrat, là, ben, je vais acheter un condo chez vous. Oh. Fait que ça a été comme ça, les deux... Ça, c'est comme le stage, là. Hein? C'est un peu le même avant. Fait que les 2 premiers gros contrats qu'on a eus, c'est comme ça. Okay. En plus, ça a été des bons placements, je peux vous le dire. Les condos ont pris de la valeur. Ben oui, fait que ça n'a pas été mauvais. Mais là, quand tu rentres dans un projet, ben c'est comme un petit monde. Ces gens-là se parlent. Ah ouais, je sais Perrault, il fait du commercial. OK. Ben là, ils nous appellent.
Tu veux-tu biter? On a un gros projet. Qu'est-ce que tu proposes? Puis c'est comme ça que ça grandit une division commerciale. Là. OK, donc là, on parle des 3 tours du Canadien, mais il y en a d'autres aussi. Ah, ça, Écoute, c'est bien plus que ça. Là. Il y a des semaines, on sort environ 40 camions Pour vrai? par jour. Ben voyons. Oui. Fait que c'est complètement fou. Mais ça, c'est tout l'ensemble de JC Perreault. Mais le Builder, c'est au moins la moitié des camions là-dedans. Là. Donc, il y a des livreurs qui font uniquement ça. Oui. OK. Est-ce que les livreurs aiment mieux travailler là-dessus ou faire la livraison standard habituelle? Je dirais que ça dépend des livreurs, parce que c'est sûr que c'est plus facile, c'est tout le temps la même chose, Ouais. c'est moins touché. Tu as l'ascenseur. Il y a l'ascenseur que tu attends tout le temps après, par exemple. Ouais. Fait que c'est plus long des fois. Tu sais, partir du camion, se rendre à l'appartement, c'est quand même un bon petit bout. Mais par contre, tu n'as pas à jouer avec le petit coin de mur qui est mal placé, que là, les clients te regardent, puis mets ta main, hein, parce qu'il ne faut pas que tu le maganes. C'est différent. Je dirais qu'il y en a qui aiment mieux être au détail chez JC Perreault parce que c'est moins routinier. Puis tu as le contact avec le client aussi. Il y en a qui aiment ça. Puis il y en a d'autres qui, eux autres, regarde, moi je veux partir le plus de bonheur possible, puis je veux revenir le plus de bonheur possible. Bien, c'est parfait, va-t'en au Builder, c'est parfait pour toi. OK. Vous construisez justement un nouvel entrepôt pour cette division? Effectivement, on vient de finir l'entrepôt, c'est 260 000 pieds carrés. Ben, en fait, c'est pas juste pour la division Builder, mais c'est pour tous les électroménagers. Parce que là, l'entrepôt Builder, ça avait 40 000 pieds carrés. Ça débordait dans l'ancien entrepôt. Un coffre à gants, c'est petit. Pourtant, ça faisait juste 4-5 ans qu'on était rentré dedans. Là. À l'époque, on était sûr qu'on serait bon pour un bon bout. Mais facilement, on a pris la grosse partie du marché. Donc, ça prenait une grosse entrepôt. Là, je peux te dire, pour avoir jasé, c'est samedi, les gars, ils ont fini de remplir l'entrepôt. Puis, ils ont dit, « Hey, là, on est heureux. » Vous avez célébré les 55 ans de l'entreprise et les 30 ans de votre établissement à Joliette. Pourquoi c'est important pour vous de rester à Joliette? Premièrement, parce que c'est un bon marché. Ouais. OK, on ne s'en cachera pas. Pour nous, le magasin de Joliette, c'est un très bon magasin. C'est quand même proche de Saint-Roch. Là, les clients, depuis le début, qui font affaire avec nous autres, le bouche-à-oreille, la roue est vraiment partie. On ne fermera pas ce magasin-là, c'est sûr et certain. Les gens sont là. Il y a entre autres un de mes vendeurs qui me disait la semaine passée, il dit « Martin, crime, tout le monde qui rentre de Joliette, il y en a à peu près 50% que je connais. » Il dit « Je revois des vieux chums de l'école, mes clients reviennent. » En tout cas, le vendeur, il était vraiment heureux de me dire ça. C'est un gars de la place. oui. Puis c'est comme un petit village, Joliette, au bout de la ligne, là. C'est ici aussi qu'on retrouve l'Espace 67. C'est quoi ce nouveau concept-là? Espace 67, en fait, on s'est rendu compte pendant la pandémie qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient pour un besoin spécifique puis ils voulaient partir avec le meuble ou l'électroménager. Bon, ben tout ce qui est à Espace 67, je dirais 90% du stock, on l'en stock. Le client peut circuler à l'entrepôt, partir avec le stock immédiatement. C'est plus jeune, c'est plus moderne, accessible. Donc, c'est moins compliqué que chez JC Perreault. Chez JC Perreault, ben, t'achètes, je l'aime le mobilier de salon-là, OK, c'est beau. On a maintenant 400 choix de tissu ou de cuir. Ouais. Est-ce que vous voulez avoir le bras un pouce plus large? Non, l'assise plus ferme, moins ferme. La pâte, quelle couleur vous voulez? Il n'y a pas de fin. Ah ben c'est ça. Ouais. Mais c'est surtout des produits du Québec, par exemple. Parce que quand ça vient de l'extérieur, c'est pas aussi... cette flexibilité-là, on ne l'a pas. Et là, au magasin, c'est bien identifié que c'est un produit québécois? En fait, il y a une OBNL qui a été mis en place pour les meubles. Et puis, il va y avoir comme 3 appellations. C'est designé au Québec. Après ça, on a fabriqué au Québec. Puis après ça, on a, c'est nouveau, là, j'en perds même mon latin, là, mais c'est comme si toute la matière première qui est issue du Québec
Donc, automatiquement, celle-là, c'est comme l'appellation la plus élevée. Ouais. Après ça, si tu fais venir tous les matériaux, mais tu l'assembles au Québec, assemblé au Québec, puis après ça, ben, si tu fais juste penser, mais tu le fais faire, on va dire, en Asie, bon, ben, mais c'est quand même, ça fait partie quand même du Québec, là. Okay. Ça va être identifié. Il va y avoir des affiches, puis il va y avoir des campagnes publicitaires que vous allez voir bientôt là-dessus. Dans votre domaine, qui est votre plus grand compétiteur? Écoute, c'est sûr que si on va dans notre industrie, il y en a quand même plusieurs, mais je dirais pas que le problème de compétition vient de mon industrie. C'est surtout, on va dire, l'industrie touristique, l'industrie automobile. Tu as 10 000 à dépenser. Tu as le choix. Ouais. Tu changes tes meubles, tes électroménagers, ou ta voiture, ou tu vas en voyage. Bien, pendant la pandémie, on a vu que l'industrie touristique avait les deux genoux à terre puis ils ne pouvaient plus rien faire. Ça l'a explosé. Et c'est ça, je le disais souvent avant, c'est qui ton compétiteur? C'est l'industrie touristique. C'est celle-là, mon gros compétiteur. Puis j'en ai vraiment eu la preuve. C'est fou. Il n'y avait pas juste nous autres là, qui roulaient pendant la pandémie. On a tous roulé. Tous. Ah oui, ça a été vraiment bon. Fait que l'idée autour de ça, ben, comment on peut faire dépenser les gens pour des meubles versus d'autres choses. Ah ouais. C'est le défi. Là, on va parler un petit peu des projets à côté du CPRO parce que il y a quelques années, vous avez été approché par la municipalité de Saint-Jacques parce qu'il restait des terrains dans le parc industriel, c'est ça? En fait, il restait un terrain. M. Lassalle, qui était le maire à l'époque, me rencontre dans... je ne me souviens plus exactement où, mais il me dit « Martin, il reste un terrain. On a besoin d'un gym, on a besoin d'un restaurant à Saint-Jacques plus haut de gamme. Es-tu capable de nous amener ça? » Bon, c'était avant la pandémie. Il n'y a pas de problème. Il m'a construit la bâtisse, puis... on va trouver quelqu'un pour le gym, pour le restaurant. Puis au bout de la ligne, M. Lassalle, j'achète le terrain. M. Lassalle, entre-temps, il me rappelle, il disait hey, j'ai de la demande pour une distillerie. Il me met en contact avec les gens de la distillerie Grand Dérangement, Marcel Mayotte, Jean-Philippe Reil. Et puis au final, je leur vends un tiers du terrain pour la distillerie. Après ça, hop! Pierre me rappelle, Pierre Lassalle, il me rappelle, il dit « Écoute, j'ai une microbrasserie qui cherche une place. » Bon, ben parfait. Eux autres, un petit local, on lui part ça. Là, après ça, j'ai quelqu'un pour un gym, j'ai quelqu'un pour le restaurant. Go, on construit. Tabarouette, la pandémie arrive. Là, le restaurant n'était plus vraiment là. On les cherchait, on les trouvait plus. Même chose pour le gym. Le gars, il dit « Oublie ça. » Donc, au final... le restaurant, je l'ai parti moi-même. Je l'ai parti comme le restaurant où j'aime aller. Donc, vieillissement des viandes, une belle cave à vin, c'est de la bonne bouffe, produit du terroir. J'ai un bon chef, Florent Romano, avec toute son équipe. Là, je dirais que moi, je suis très content du résultat. Puis après ça, ben Jim, ben ça, non, il n'était pas question que je me lance là-dedans. Marcel Mayotte est venu me voir, il dit « Martin, je fais du whisky, tu veux-tu embarquer ou m'aider dans le projet? Je cherche de la place pour entreposer. » Parce que c'est, en fait, le whisky, c'est du chien blanc qui vieillit 3 ans dans une barrique de chêne. Et là, ça devient du whisky. Et après ça, on va l'appeler whisky. Okay. Donc, pendant les 3 ans qu'il vieillit, ça prend de la place. Ben, on a fait un chai avec ça. Puis bientôt, Marcel va ouvrir un petit salon dans le chai. Les meubles s'en viennent. On va pouvoir regarder, aller visiter. C'est wow, ça va être beau. Les meubles, vous prenez ça où? Ben, ça va être chez CPRO. Donc là, la restauration, il y en a un à Saint-Roch, au complexe. Oui. Il y en a un, le Haut-Saint-Jacques aussi. Oui. Comment c'est l'expérience de la restauration? Ben écoute, c'est différent. Là aussi, il y a des vrais enjeux de main-d'œuvre. C'est grave. Mais sauf qu'à Saint-Jacques, l'équipe, elle est stable. On touche du bois. Oui. C'est le fun parce que
ma blonde y va souvent au Saint-Jacques, puis elle me le dit, elle dit, Caroline, c'est trippant de voir que c'est toujours, ou souvent en tout cas, j'ai le même service, la même... C'est incroyable pour ça que c'est très rare. Touchons du bois. Ça, c'est dur à avoir. Puis je dirais, le G-Clos, le restaurant du complexe, commence à bien aller. Puis même, d'ailleurs, je suis rendu ouvert 7 jours sur 7, de 11h le matin à minuit, 1h du matin. Sincèrement, après là, les matchs? Oui, ben OK. oui, ben oui. Ouais. La Big Hockey League, là, les 800 joueurs, là, ben, les ligues de garage, ils veulent prendre une bière, c'est à la fin. Bon, ben là, on a du staff dans la cuisine qui est capable d'ouvrir la cuisine jusqu'à 11 heures. Je commence à avoir une bonne équipe, là. Ça va mieux, ça va mieux. Ouais. Il vous manque juste un viaduc, un bypass, hein? Il manque une sortie, pour vrai, à Saint-Roch, non? Ben écoute, il y en a un à Ah, mais il est l'ancienne loin. bâtisse. Il est loin. Moi, là, j'ai des amis des gags qui vont jouer au hockey chez vous puis qui me disent comme Caroline, c'est plate en revenant. Il faut que je m'en aille vers Joliette pour revenir après à Montréal. Oui, je le sais. Mais Je ça, suis sûr que vous allez être là-dessus. Vous êtes sur le dossier, vous voulez pas m'en parler, je suis convaincu. ben, ça va peut-être arriver un jour. Ouais, Oui, ça- c'est vrai Ouais. que oui, ça va peut-être arriver un jour. Écoute, le complexe J.C. Perrault, le nouveau siège social, un nouvel entrepôt, un restaurant, un nouveau magasin à Joliette. Dans les dernières années, vous avez levé beaucoup de nouveaux bâtiments. Comment le respect de l'environnement, des normes éco-énergétiques a influencé vos choix? Ben écoutez, c'est sûr que on essaie d'aller chercher les niveaux énergétiques les plus élevés parce que d'un autre côté, on va leur gagner avec le temps. Ça coûte moins cher. Malheureusement, on est obligé de prendre du gaz naturel pour se chauffer. Moins cher d'électricité, climatisation, si c'est mieux isolé, c'est sûr que ça coûte moins cher. Mais notre gros enjeu, c'est, on va le dire en anglais, le pic. Les pics. Nous autres, chez Hydro-Québec, nos comptes énergétiques, ça marche avec le pic du mois. Fait que si ton pic est très élevé, tu es sûr que ta facture elle va être salée pour tout le mois complet, même si ça a été rien que 2 heures de temps. OK. Puis actuellement, Hydro-Québec travaille à faire diminuer les pointes. En français, ils appellent ça la pointe. Ouais. Bon, ben là, je suis après étudié avec une compagnie qui est spécialisée en panneaux solaires pour essayer de mettre toutes nos toitures Oh, wow! pour amener un certain nombre de kilowattheures qu'on pourrait pousser quand que Hydro-Québec a besoin d'énergie. Donc, automatiquement, le 2 heures le matin ou le soir, bien, essayer de diminuer notre consommation en compensant par ces murs complets de panneaux solaires. Même, il y a un programme aussi qu'on peut faire marcher notre génératrice parce que c'est assez gros qu'on peut faire marcher au complet toute la bâtisse avec la génératrice qu'on a. Il ne faut pas que ça arrête, nous autres. Là. Ah ouais. Tous nos magasins dépendent de Saint-Roch. Les bureaux sont à Saint-Roch, l'entrepôt est à Saint-Roch. Donc, tous les serveurs sont à Saint-Roch. Fait que si Saint-Roch arrête, ben c'est partout que ça arrête. Laval, Kirkland, Saint-Hubert, tout arrête. Donc, on ne peut pas se permettre. Donc, en ayant ça, déjà, ben c'est ça. Là, actuellement, je suis prêt à regarder, essayer de nous rendre plus efficaces encore. J'aimerais qu'on parle de votre passion pour la course automobile. Vous avez... course automobile sous toutes ses formes, on va se le dire, parce qu'il y a même un nouveau complexe pour les voitures téléguidées. Ouais. Écoute, je suis un maniaque un peu, là. J'ai fait des courses d'auto téléguidées à partir de l'âge de 16 ans. Et puis, on cherchait, moi et mes amis, une façon de rendre ce sport-là un petit peu plus accessible. Puis, il n'y a jamais de place. J'ai dit, je vais vous en bâtir une. Et puis, en face du complexe, c'est une bâtisse quand même d'une certaine grosseur. On a 4 surfaces de deck hockey parce que ça aussi, c'est vraiment le sport qui est en développement et à la hausse. Puis, d'un côté de la bâtisse, j'ai 2 étages. Au 2e étage, c'est sur le tapis pour des courses pour en aval les voitures qui n'ont pas des pneus à crampons, mais des pneus de faune ou des pneus de caoutchouc lisse. Il y a du circuit routier aussi. On transforme la piste. Puis, en bas, on a 2 pistes sur la terre. Fait que les sprint cars, toutes les voitures, des buggy. Bon, ben, on a les styles
qui est ovale lisse. Ça à terre, c'est glissant, ça n'a pas de bon sens, c'est dur à chauffer. Là. Fait que, oui, c'est spécial. Il y a des fins de semaine qu'on va passer environ 200-225 voitures. OK. C'est sur le samedi puis dimanche. Puis ça roule à peu près 8 mois par année, comme ça, qu'à toutes les fins de semaine, il y a des courses. Et puis, on a un hobby shop qu'on vend toutes les pièces, toutes ces voitures-là, on les vend toutes. Fait que les amateurs, c'est ciblé. On a du monde des États-Unis, de la Balance du Canada qui viennent courser chez nous, sont vraiment impressionnés. C'est un des plus beaux complexes. Puis ça attire du monde au resto aussi, ça attire du monde Ça au attire magasin. du monde à la place, c'est sûr et certain. Là. On fait des courses de drague l'été dans le cours du complexe. Puis ils se ramassent une centaine de voitures, bien effectivement, ces gens-là, ils viennent au complexe pour manger. Regarde, ils vont à l'hôtel. C'est malheureux, on n'a pas d'hôtel à Saint-Roch, mais ils vont à Mascouche ou à Terrebonne. Ils reviennent le lendemain. Ben oui, c'est ça. Passion de course automobile aussi en NASCAR, la série Pinty's. Oui, ben maintenant, ça change de nom. Ah oui? C'est la série NASCAR Canada. OK. Et c'est commandité par Pinty's et Verum, qui est une compagnie qui œuvre justement dans la gestion des déchets. OK. Et puis, ça fait 2 ans, ça va être notre 3e année. Là, c'est des grosses chaussures. C'est le stock car le plus élevé au Canada. Là, on joue dans les grands. Là. Ouais. On parle de Tagliani, Ranger, Camiran. Fait qu'on, nous autres, on essaye. Déjà, on a fini 8e l'année passée. Au point, c'est quand même pas si mauvais. On commence à être plus présent. OK. Mais là, on est après bâtir notre prochaine saison. Puis ça va de mieux en mieux. On a notre jeune pilote, Jean-Philippe Bergeron. Jean-Philippe, il a même été animateur à RDS avec Didier Scranun lors d'une grosse course à Daytona, non pas à Daytona, mais dans les COP. Et puis, le jeune, il a 25 ans, il est solide, il connaît, il est parfaitement bilingue. Mais son père a trempé là-dedans aussi, est-ce que je me trompe? Ben, en fait, j'ai amené son père à faire du karting quand qu'eux autres, ils étaient encore à l'école primaire, parce que c'est là que je les ai rencontrés. Fait que on me parlait tout le temps de Marc Bergeron, OK? Fait que, je le rencontre une fois, nos jeunes, il y avait un voyage au Mexique, tu sais, de fin d'année. Fait que c'est comme nous autres, on n'a pas le temps, on travaille tout le temps. Puis on se ramasse là, tous les deux. Hey, il me parle de skidoo. Whoop, hey, viens donc essayer de faire du karting. Puis ça a commencé comme ça. On a embarqué son jeune. Là, on a acheté des petits chars de course, des Cup Light qu'on appelle, qu'on course à Icar. On met Jean-Philippe là-dedans. Là, c'était rendu que c'était pas le fun. Il nous battait tout le temps. Là, on a dit, OK, c'est beau, il est prêt pour les grandes courses, là. Est-ce que, tantôt, on a parlé un peu, ton garçon a la passion de la mécanique automobile. Est-ce qu'il travaille avec vous dans la série NASCAR? Non, il n'était pas attiré par ça. Lui, il a décidé, c'était plus les gros véhicules, la grosse mécanique diesel. Et voilà, environ 2 mois, il me dit, Père, viens donc rouler à Icar avec moi, parce que lui aussi, il a une voiture, puis il roule à Icar, il fait du lapping. Donc, j'embarque ma Nissan là-dessus. Je fais une session de 10 minutes. J'ai déjà mon bracelet vert, fait que je peux courser avec les grands. Je connais la piste par cœur en coursant moi-même là. Fait que ça a bien été. On dépassait les Porsche, on dépassait la plupart des voitures. Là, il me dit, Pat, veux-tu me conduire la prochaine session? Fait que on embarque sa piste. Tabarouette, il m'a brassé, là, ça n'avait pas d'allure au bout de 2 tours. Il a passé proche là, de l'échapper 2 fois. Il dit, OK, c'est beau. Ben non. Lui, là, il voulait aller chercher le maximum qu'il était capable jusqu'à temps qu'il rase de l'échapper. Après ça, il a ralenti, puis là, il remontait. Écoute, je pensais que j'allais vite. Ah ouais? Oui, fait que là, je dis, crime, Jérémy, pourquoi tu viens pas courser avec nous autres? Wow, ça va arriver un jour, peut-être. Il a le talent, crime. Ah ouais? Oui. Colin, wow! Fait que là, c'est combien du tour de moins qu'il faisait? Malheureusement, c'est des voitures de rue. Okay. Il n'était pas timé, mais je dirais qu'il était peut-être un 2 secondes autour de plus vite que moi. Ah oui? Okay. Oui. Ça, c'est énorme. C'est énorme là-dedans. Là. Okay. C'est quoi la prochaine étape pour JC Perreault? Prochaine étape. Bon, j'ai parlé de la grosse entrepôt qu'on vient de finir. Ouais.
en mettant en place cet entrepôt-là, JC Perreault est capable de prendre l'expansion. Avec le temps, on a appris. On sait qu'avant de prendre l'expansion, il faut que toute la machine soit prête en arrière. On a déjà fait l'inverse. Là, À Kirkland, c'est ça? à Kirkland, Ouais, c'est en ça. 2002, notre premier magasin qu'on a ouvert dans la région de Montréal, on s'est fait coucher à terre. Je l'ai dit, plus que 20 d'augmentation, ça commence à être bien difficile à prendre. Puis là, je pense que c'était des 50 par année, 2 années consécutives, sans pouvoir agrandir l'entrepôt parce qu'on était en territoire agricole. Écoute, on louait des cavereaux à légumes pour mettre nos électroménagers. C'était humide là-dedans, les boîtes pliaient. Ah, c'était pas le fun. Fait que là, on a fait l'entrepôt. Les jeunes à mon frère arrivent bientôt, là, dans 6 mois. Chloé est là. On regarde pour d'autres marchés. Il y a d'autres gros magasins JC Perreault qui s'en viennent. Puis le Espace 67 aussi. On veut le grandir. On veut en ouvrir d'autres. OK. Donc, on va être prêt à prendre cette augmentation-là. Donc, oui, ça s'en vient bientôt. On peut te souhaiter quoi dans le futur à toi, Martin? De la santé, ça c'est sûr. Ouais. Et puis que je continue à faire toutes mes hobbies. Moi, personnellement, la routine, j'aime pas ça. Puis c'est pour ça que je travaille sur des projets spéciaux chez JC Perreault. Puis que je m'amuse aussi dans la vie. Je suis rendu là. OK. Martin, j'ai des questions en rafale. Je te pose des questions pour en apprendre un peu plus sur toi, sur l'homme, OK? OK. Électroménager blanc ou en inox? Inox. Voiture électrique ou à essence? Essence. Ouais. C'est mal vu, là, ouais, non, mais le tripeux de course automobile doit dire essence. Oui, mais par contre, à la maison, c'est électrique. Ouais. J'ai les deux. Ah oui? OK. Ben oui. Saint-Roch S ou Saint-Roch Ouest? En fait, il n'y a pas vraiment de Saint-Roch Est ou Ouest. C'est Saint-Roch ou Saint-Roch Ouest. Ouais, je viens de Saint-Roch, on va dire Saint-Roch. OK. Dans quoi es-tu imbattable? Pas dans la course, ton gars de bas. Je dirais d'un chiffre. D'un chiffre? OK. Oui, je suis assez vite. Ouais? 4 x 2? 8. Pas pire, solide. Et quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir le soir? J'écoute la TV. Faut que je me relaxe avant de dormir, ouais. OK. Puis t'écoutes quoi? Des séries. Toutes sortes de séries québécoises. Oui? Oui, j'aime ça. La dernière fois que tu es allé au cinéma, c'était pour voir quoi? Moses, je pense que vous allez être déçus. Je pense que c'était Rocky ou Rambo 4-5, là. Wow, OK. Ça fait longtemps. OK. Ton juron préféré? Tabarouette. Tabarouette. Ouais. OK. Quand tu as à te déplacer en voiture, t'écoutes quoi? Du rock. OK. Classique rock. OK. Marillion. Qu'est-ce que tu as déjà fait que tu referas plus? Je dirais m'engager dans autant de projets en même temps. Ah, OK. Ouais. En moyenne, combien de « je t'aime » tu peux dire par jour? Je t'aime par jour? Oh, ça dépend des jours, mais j'essaie de le dire le plus souvent possible. Ça peut être une fois, 2 fois. OK. Qu'est-ce qui te fait le plus rire au monde? Ah, tabarouette. Le plus rire au monde, c'est quand j'étais avec mes chums, style à la pêche, puis là, on commence à se conter des histoires, à se tordre sur le plancher. Ah ouais, hein? Ouais. Ou dans chaloupe? Ou dans chaloupe. Qu'est-ce que t'imites le mieux? J'essaie pas d'imiter les gens. Mon père a toujours dit Ça, d'être c'est bon, différent. ça, c'est bon! C'est un bon rappel avec ce qu'on a dit au début. OK, bière, vin, gin ou whisky? Et crime. Voilà un an, je t'aurais dit vin, mais aujourd'hui, je te dis whisky. Ah. De plus en plus, Ouais. j'apprécie les différents whiskies. Je commence à connaître plus ça aussi. J'adore ça. Ouais, un petit whisky en finissant un bon repas avec mon épouse. Là, OK. on adore ça, oui. OK. Merci d'être passé, Martin. C'était très agréable de te jaser ça aujourd'hui. On a un petit cadeau pour toi. Une dégustation VIP de vin à l'âtre bistrot traiteur au centre-ville de Joliette en compagnie des autres participants de cette 2e édition du balado, soit Caroline Saunier,
Nancy Chamberlain ainsi que Stéphane Morel. Et peut-être moi, hein? On me dit que peut-être que l'animateur va être là, on pourra donc échanger à nouveau. Martin, merci d'être passé à Quand le courant passe. Longue vie à toi et longue vie à tes 174 entreprises et projets. Merci beaucoup, Martin Perrault. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir et un honneur. Je me suis amusé, c'est ça l'important. Good. On finit notre bière avant de partir. Ouais, c'est vrai. Hein? Gorgée. Ce balado est une création originale de la Chambre de commerce du Grand Joliette qui tient à remercier ses partenaires. Hydro-Québec, Joliette Hydraulique, les habitations Bordelot, Promutuelle Assurance Lanaudière et Agence Marketing Vidéo Synopsis.